Bonjour, dans le cadre d'une formation en e-learning, voici donc une première présentation concernant la ventilation non invasive. Je m'appelle Jean-Michel Lier, je travaille en réanimation pédiatrique à Nantes. Ma présentation va concerner le monitoring et les facteurs prédictifs d'échec de la ventilation non invasive en pédiatrie. Voici le plan que je vais suivre. Est-ce que la ventilation non invasive est-elle pour tous? Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs d'échec qui peuvent être retrouvés dans la littérature? Enfin, quelle surveillance doit-on mettre en place dans le cadre d'une ventilation non invasive chez l'enfant? Et pour terminer, comment ajuster une ventilation non invasive? Est-ce que la ventilation non invasive concerne tous les enfants dans toutes les unités? Ce n'est pas sûr. Il faut d'abord du matériel nécessaire, que ce soit un type de respirateur, un choix d'interface assez conséquent vu les gabarits différents d'un enfant à l'autre selon les âges, des circuits adaptés au type de respirateur qui seront utilisés. Enfin et surtout, il nous faut une équipe médicale formée qui va travailler avec une équipe infirmière elle-même qui doit être formée. Il y a de nombreux ajustements à faire, que ce soit dans les choix de ventilateurs, dans les choix des paramètres, dans les choix des interfaces, repositionner les interfaces et éviter les fuites, très souvent et toujours rassurer la famille et surtout l'enfant qui se retrouve sous un masque alors qu'il est déjà en situation stressante de détresse respiratoire. Une surveillance continue sera nécessaire, ce qui nécessite une équipe infirmière et médicale suffisamment disponible, car une aggravation est toujours possible et le risque vital est en jeu puisqu'on parle de détresse respiratoire. Dès 2006, une conférence de consensus commune avait essayé de définir des critères généraux chez l'adulte, des critères qui étaient associés à un risque d'échec accru lors de la mise en place d'une ventilation non invasive, avait été retrouvée très rapidement l'incidence respiratoire hypoxémique. Enfin, de cette conférence de consensus avait assisté très rapidement sur la réévaluation précoce qui devait être faite dès la deuxième heure, voire dès la première heure en cas d'incidence respiratoire hypoxique. Quelques études plus récentes retrouvent des facteurs prédictifs comparables. La FiO2 supérieure à 60%, le ratio SpO2 sur FiO2 à 1 heure inférieur à 193, donc signalant aussi une incidence respiratoire hypoxémique. Je vais essayer de synthétiser les données de ces différentes études. Premièrement, l'enfant avec une incidence respiratoire hypoxémique qu'on met sous VNI doit nécessiter une surveillance toute particulière car l'évolution vers le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, est hautement associée à un échec de la VNI. Deuxième chose, la plupart des études montrent que les facteurs prédictifs d'efficacité de la VNI, c'est la réponse favorable à la VNI dans les premières heures, avec une réduction de la fréquence respiratoire, une amélioration du pH, une amélioration de l'oxygénation, une diminution de la capnie. Et toutes les études soulignent l'importance d'un monitorage étroit de ces patients. Et lorsque on ne retrouve pas une diminution de la fréquence respiratoire ou de la fréquence cardiaque dans les premières heures, la surveillance doit être d'autant plus étroite et se poser la question si une intubation ne doit pas être envisagée. Voyons maintenant les critères contre-indiquant la mise en place d'une VNI. Il y a tout d'abord des critères neurologiques. Les voies aériennes seront toujours à risque puisque n'étant pas sécurisées par une intubation. Donc les
critère qui contre-indique une VNI, c'est l'enfant qui est dans le coma. La paralysie des cordes vocales est une contre-indication peu relative. Toutes les anomalies crânio-faciales qui vont faire que on ne pourra pas appliquer un masque suffisamment étanche sur le visage, les brûlures, traumatismes, chirurgie récente. Troisièmement, les contre-indications gastro-intestinales, c'est un enfant qui vomit de façon répétée. Bien entendu, le risque d'inhalation est élevé. Quatrièmement, des contre-indications respiratoires relatives, comme l'obstruction fixée des voies aériennes, les sécrétions épaisses et abondantes qui doivent être drainées auparavant, et le SDRA le SDRA sévère en fait, avec une hypoxémie persistante malgré des apports en oxygène importants. Et cinquièmement, des contre-indications d'ordre général lorsque l'état général est très altéré, lorsqu'il existe un état de choc, une instabilité hémodynamique, il n'est pas raisonnable d'envisager une VNI, considérer très rapidement l'intubation si nécessaire. Nous allons voir maintenant quelle surveillance il est nécessaire de mettre en place lorsqu'on met un enfant en ventilation non invasive. La surveillance de l'enfant en ventilation non invasive va reposer sur 6 éléments. Premièrement, la conscience et son état général. Ensuite, les besoins en oxygène qui vont être mieux appréciés grâce à un saturomètre. La mécanique ventilateur de l'enfant, les données du respirateur, les gaz du sang et les effets secondaires éventuels associés à la VNI. D'abord, le niveau de conscience est un paramètre essentiel. Est-ce que l'enfant s'améliore ou reste stable? Sachant qu'il va falloir distinguer entre l'enfant qui est stabilisé par la VNI et qui du coup a tendance à se reposer, de l'enfant qui s'épuise, qui s'enfonce et qui progressivement se retrouve dans le coma. La surveillance continue des paramètres vitaux sera réalisée, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, la saturation d'oxygène, la température. La pression générale est très importante, ce qui nécessite une équipe infirmière formée et habituée à prendre en charge ce type d'enfant, de façon à apprécier l'évolution sur la couleur cutanée, sur l'importance des sueurs, sur la durée éventuellement. Enfin, le confort de l'enfant doit être apprécié et peut faire remettre en question cette technique. L'art s'adapter à l'enfant, l'enfant aussi devra s'adapter à la VNI, sachant que c'est un enfant donc en difficulté respiratoire pour lequel on essaie de mettre en place un soutien qui nécessite une certaine coopération de sa part. Pour illustrer cette surveillance, voici une belle étude réalisée au Ghana. Vous avez en ordonnée la fréquence respiratoire par minute. En abscisse, l'échelle de temps qui va jusqu'à 2 heures. Deux groupes d'enfants avaient été inclus. Un avait la mise en place d'une ventilation, une CPAP de façon précoce, et l'autre qui avait la mise en place de la CPAP de façon retardée à seulement d'une heure de détresse respiratoire. Je vous montre ce graphe surtout pour vous illustrer la rapidité de l'efficacité de la ventilation non invasive lorsqu'elle existe. Cette efficacité attendue dès la 20 minutes, dès 40 minutes, 60 minutes. Là, on a une fréquence respiratoire qui baisse en moyenne de 65 par minute à 50 par minute dès la première heure. Donc, dès la première heure, on sait si oui ou non cette VNI a une efficacité et si il est intéressant de la laisser en place.
Une autre étude pédiatrique réalisée chez les enfants asthmatiques illustre la même chose. Dès, euh, dès la deuxième heure, là, la fréquence respiratoire a diminué dans le groupe qui était placé sous ventilation non invasive dans le cadre de la détresse respiratoire liée à un asthme. Après la surveillance de la conscience de l'état général, un autre paramètre important à surveiller qui coule de source, c'est la surveillance de la saturation qui permet d'évaluer les besoins en oxygène et notamment l'évolution de ces besoins en oxygène. Autre élément important dans la surveillance et qui nécessite un minimum d'expérience, c'est l'observation de la mécanique ventilatoire de l'enfant. On peut s'aider de quelques paramètres standards pour avoir une idée de la fréquence respiratoire normale. La fréquence respiratoire attendue chez un enfant d'à peu près 30 jours est de 30 par minute. Un enfant de 5 ans est de 20 par minute. Et de 14 ans, c'est 14 par minute. Donc c'est un bon moyen mémotechnique pour avoir une idée de la fréquence respiratoire normale. Mais on ne va pas s'intéresser qu'à la fréquence respiratoire. L'expansion thoracique et capitale, comment se soulève le thorax, l'auscultation, est-ce qu'il y a une bonne entrée d'air et est-elle réalisée de façon symétrique? On s'intéresse aussi au positionnement de l'enfant. Est-ce que ses voies aériennes sont bien dégagées? Est-ce que sa tête est bien mise en rectitude de façon à éviter toute compression, tout obstacle à la circulation de l'air, de l'oxygène dans les voies aériennes supérieures? Et enfin, on évalue l'importance du travail ventilatoire à partir des signes de tirage, à partir des signes de rétraction cutanée, du balancement thoraco-abdominal, donc de tous les éléments qui permettent d'apprécier l'importance de la détresse respiratoire. Alors, ces signes de détresse respiratoire euh, peuvent être quantifiés par des scores. Un score bien connu et bien pratique pour apprécier l'évolution dans le temps, c'est le score de Silverman qui s'intéresse aux signes de rétraction intercostale et suprasternale, xiphoïdien, qu'on peut quantifier dans le score allant de 0, 1 ou 2. On note aussi la disposition thoraco-abdominale qui, lorsqu'elle existe, qu'elle est bien présente, est un score de gravité dans la détresse respiratoire, puisque dans ce cas-là, le diaphragme va perdre de son efficacité. Le battement des ailes du nez, qui est facile à apprécier euh, dans le cadre de la surveillance. Le gênement expiratoire, qui peut s'entendre qu'à l'auscultation ou même à distance, étant coté alors à 2. L'importance de la cyanose, pas de cyanose, donc la saturation est supérieure à 80, est supérieure à 92, c'est coté à 0. Inférieur à 92 mais sous air, coté à 1. Et inférieur à 92 malgré une FiO2 de 40%, dans ce cas-là, la cyanose est coté à 2. Le niveau de conscience, pareil, est coté de 0 à 1 ou à 2 en cas de léthargie, d'hypotonie importante. Et donc, lorsque le score est inférieur à 4, on parle de score Silverman modéré. Lorsqu'il est entre 4 et 6, de score de sévérité moyenne. Par contre, à partir de 6, on est dans la sévérité. Ce score est très important pour évaluer l'évolution dans le temps, avoir des critères objectifs d'une équipe à l'autre, sachant que ce score présente un piège, puisque lorsque l'enfant va être complètement épuisé, il est certain que les signes de rétraction vont diminuer, mais ce ne sera pas parce que l'enfant s'améliore, mais parce qu'il s'épuise. Autre élément de la surveillance lors de la mise en place d'une VNI, ce sont les données du respirateur. Est-ce qu'il y a bien une permanence d'une PEP, c'est-à-dire est-ce qu'en permanence la pression est bien au-delà de 0? L'inverse pourrait signaler par exemple l'importance de fuite autour de l'interface
Enfin, la fréquence du respirateur permet d'avoir une idée de la mécanique ventilatoire et permet aussi de repérer une désynchronisation par rapport à ce que fait l'enfant. Cinquième élément de surveillance, l'hématose, l'évolution du pH, de la capnie, du lactate, sachant qu'il est important de limiter les prélèvements qui sont source d'inconfort et qui peuvent déstabiliser un enfant qui est pas loin d'être épuisé déjà. D'où l'intérêt des mesures non invasives de la capnographie. Normalement, ça redescend à 0 en aspiration. La capnie est mesurée à l'expiration pour redescendre à 0. Donc il y a différents moyens non invasifs de mesurer cette capnographie permettant une surveillance continue. Sixième élément, repérer les effets secondaires néfastes de la ventilation non invasive, notamment la distension gastrique, qui justifie la mise en place d'une sonde gastrique pour évacuer l'air qui ne va pas que dans les poumons mais aussi dans l'estomac. Enfin, les lésions cutanées doivent être recherchées de façon systématique au point d'appui de l'interface et avant même la mise en place d'une vénille, d'un masque, des moyens de protection cutanée doivent être mis en place. Une conjonctivite peut apparaître également en cas de fuite autour du masque vers les conjonctives. Je vais aborder désormais la troisième partie de cette présentation, comment ajuster une ventilation non invasive. D'abord, je commence par un rappel de comment marche une ventilation non invasive. En ventilation spontanée, en VS, il n'y a pas de PEP, la pression expiratoire de l'enfant est égale à la pression atmosphérique. Lorsqu'on met une PEP, eh bien, lors de l'expiration, une certaine pression est maintenue constante dans les voies aériennes. Là, elle est réglée par exemple à 5. Ça permet de maintenir la CRF, la capacité résiduelle fonctionnelle de l'enfant. Ça permet de faire en sorte que le poumon ne s'affaisse pas, ne se vide pas à l'expiration. C'est un moyen de lutter contre les ectasie et de maintenir une pression dans les voies aériennes permettant une oxygénation euh, meilleure, meilleurs échanges de gaz à travers les alvéoles. On peut compléter la mise en place d'une PEP par une pression inspiratoire qu'il va falloir synchroniser à l'enfant. Lors de l'inspiration, l'enfant va être aidé par une pression supplémentaire. On parlera en ce cas-là de pression inspiratoire, d'IPAP, il y a plusieurs synonymes possibles. Et dans ce cadre-là, on sera dans l'aide inspiratoire euh, par-dessus la PEP. Pour envisager de façon exhaustive les causes possibles d'échec d'une VNI et la mise en place des solutions pour y faire face, je me suis aidé d'un travail réalisé par nos amis espagnols et publié dans un livre concernant la ventilation non invasive chez l'enfant. 4 points doivent être abordés. Y a-t-il une désynchronisation entre le travail réalisé par l'enfant et ce qui est proposé par le ventilateur? Est-ce que le traitement étiologique est adapté? Enfin, est-il nécessaire de mettre en place des techniques de drainage des sécrétions bronchiques qui viennent contrecarrer cette ventilation non invasive? Et enfin, y a-t-il des complications à rechercher? Les problèmes de désynchronisation entre le travail ventilatoire de l'enfant et l'assistance qu'on peut proposer grâce à un ventilateur sont des problèmes importants et parfois difficiles à régler. Tout d'abord, est-ce qu'il existe une interface adaptée à l'enfant, sa morphologie, de façon à avoir le moins de fuite de possible et le meilleur confort aussi pour l'enfant? Après, on va alors distinguer les ventilateurs qui sont spécialisés en VNI, qui sont souvent des ventilateurs utilisés au domicile, qui permettent
d'avoir une compensation des fuites importante, mais avec lesquelles les apports en oxygène ne sont pas toujours simples à mettre en place. Et au contraire, il y a les respirateurs conventionnels de réanimation qui, si eux permettent des apports en oxygène jusqu'à 100%, puisque cette fois-ci la source d'oxygène sera les sources d'oxygène mural en général, la compression des fuites est parfois insuffisante, même si pour nuancer les choses, depuis quelques années, la plupart des ventilateurs de réanimation proposent des modes en VNI qui permettent une meilleure compensation des fuites. Alors, pour améliorer cette synchronisation de nos ventilateurs aux efforts respiratoires de l'enfant, il y a plusieurs points qui vont être à considérer. Le premier d'entre eux, c'est le trigger inspiratoire. C'est ce qui va répondre à la question quand est-ce que l'air va arriver à l'enfant? Eh bien, en fonction le respirateur va repérer une dépression qui va être reconnue comme étant l'effort que fait l'enfant pour déclencher une inspiration. Euh, Selon un seuil qu'on va régler nous, on comprend que si ce seuil est réglé très fort, c'est-à-dire que si on demande que l'effort que doit faire l'enfant doit être très important pour que le ventilateur risque aide l'enfant, envoie une pression inspiratoire, eh bien si ce seuil est trop élevé, eh bien régulièrement l'enfant va respirer sans être aidé par la machine. Inversement, si ce seuil est réglé trop bas, on peut avoir des autodéclenchements, c'est-à-dire que c'est pas un effort de l'enfant qui va déclencher le cycle inspiratoire de la machine, mais un problème d'eau dans les tuyaux ou n'importe quel autre problème qui ne seront pas liés à l'enfant. Ici, un exemple de trigger qui n'est pas lié à un effort de l'enfant. On a sur le graphe du bas, quelque chose qui n'est pas disponible en routine, c'est les pressions ésophagiennes. Donc à chaque fois qu'on a une pression ésophagienne qui descend, ça correspond à un effort inspiratoire de l'enfant. Ça correspond d'ailleurs aux pressions pleurales. Donc c'est les pressions pleurales négatives qui font que l'air va entrer. Donc ici on a une véritable inspiration de l'enfant, ici une autre, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le graphe dépression avec la petite dépression en avant de ces deux cycles. Et puis on voit un troisième cycle qui lui ne correspond à aucun effort de l'enfant et ça s'appelle et ça va arriver en pleine expiration. Donc on est en pleine désynchronisation puisque la machine envoie de l'air à l'enfant alors que l'enfant ne demande rien. Après le trigger inspiratoire, voyons maintenant le réglage de la pente de l'aide. Cette pente va varier avec le débit de la machine et va régler la façon dont l'air va arriver. Est-ce que l'air va arriver brutalement à l'enfant ou est-ce que l'air va arriver tout doucement vers l'enfant? Lorsqu'on met en place la VNI, il vaut mieux commencer par une pente lente, faible, de façon à ce que l'enfant s'habitue. Par contre, avec une pente lente, si l'enfant demande beaucoup, eh bien, il va être servi trop tard, en fait. Donc, cette pente peut se régler. Il y a différentes façons de la régler selon les machines. Et globalement, ça va modifier le débit le débit d'air qui va circuler dans les tuyaux, de façon à ce que le plateau euh, de pression arrive plus ou moins tôt par rapport au trigger. Troisième élément à régler, c'est la pression d'aide. Donc, si vous réglez une aide trop forte, ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences néfastes, surtout si l'enfant n'est pas habitué encore à avoir la VNI. Ça peut même entraîner une fermeture de ses cordes vocales. Inversement, si vous avez une pente d'aide très faible, eh bien, l'enfant ne sera quasiment pas aidé. Encore un autre élément à régler, c'est le trigger expiratoire,
ou TI ou cyclage qui va permettre de régler la durée de l'aide de façon à s'adapter à l'enfant. Alors le réglage du trigger expiratoire se fait souvent sous la forme d'un pourcentage, c'est-à-dire lorsque l'enfant a reçu par exemple 40% de son début du volume de pointe, eh bien la machine arrête d'envoyer de l'air. Ici sont illustrés sur ces trois graphiques un trigger réglé à 10%, 25%, 50%. Dans le premier cas, avec un trigger à 10%, eh bien, il va falloir attendre que moins de 10% du débit de pointe soit délivré pour que la machine arrête d'envoyer des gaz vers l'enfant. Ici, avec un seuil de 25%, eh bien, la machine va arrêter un peu plus tôt d'envoyer des gaz dans l'enfant. Et là, dès 50% du débit de pointe, la machine va arrêter de pousser de l'air vers l'enfant. Donc en fait, plus le chiffre du débit inspiratoire est faible, plus la durée du cycle va être importante, plus le pourcentage du trigger expiratoire sera élevé, plus le cycle sera court. Bien, sur le plan pratique, pour vous donner quelques idées de réglage, je me suis aidé d'un travail publié par Sandrine et Souris dans la revue Urgence en 2012. Donc, on va considérer premièrement une aide en CPAP. CPAP, ça veut dire qu'on maintient une pression lors de l'expiration, c'est-à-dire que la pression expiratoire ne va pas descendre à zéro, ne va pas redescendre à la pression atmosphérique. Et bien généralement, la PEP est réglée autour de 7, ce qui peut se faire notamment en cas de bronchiolite. Si on veut plus qu'une CPAP, par-dessus la PEP, on va rajouter une aide inspiratoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant va respirer, il va être aidé par une pression inspiratoire, qui là, de façon standard, est proposée pour commencer avec un réglage à 4. 4 donc par-dessus la PEP. Trigger inspiratoire entre 0,3 et 0,5, qu'on va retrouver tout à l'heure au même chiffre. Trigger expiratoire 40-70%. Une pente 0,15, 0,2. Voilà. Si on veut imposer une ventilation à l'enfant, c'est-à-dire que cette fois-ci on va avoir une fréquence minimale qui va varier selon l'âge. On va régler, comme tout à l'heure, une PEP, à peu près au même paramètre, entre 5 et 7. Et cette fois-ci, on va régler une pression inspiratoire qui est la pression de crête, la pression totale que va recevoir l'enfant lors de l'inspiration. En gros, tout à l'heure, on additionnait l'aide par-dessus la PEP. Cette fois-ci, on règle directement la pression inspiratoire et on a des chiffres finalement qui sont équivalents. On va adopter progressivement les paramètres. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on commençait gentiment, puis en fonction de la tolérance et des besoins de l'enfant, on va monter par palier de 2 cm selon l'ampliation thoracique. Est-ce que le thorax se soulève suffisamment ou pas? Et pareil, en fonction des besoins en oxygène, on peut monter progressivement la PEP de point par point, avec pour objectif final une PEP entre 5 et 10, un plateau inspiratoire, une pression inspiratoire maximale d'entre 10 et 18, tout ça de façon à avoir un volume courant satisfaisant et aboutir, on espère rapidement, à une diminution de la fréquence respiratoire de l'enfant et une diminution des signes de lutte. Alors, contrairement à une sonde d'intubation où on peut gérer les fuites notamment avec un ballonnet, cette fois-ci, le masque appliqué sur le visage ou sur le nez, ou sur la bouche, sur le nez et la bouche ou le visage de façon globale, il y a différents types de masques possibles, eh bien, il va falloir apprécier les fuites. Déjà, ces fuites peuvent s'entendre, se sentir en passant la main à côté de l'interface. Certains respirateurs mesurent les différences entre le volume
courant inspiré-expiré et calcule le pourcentage de fuite. Si on a optimisé l'interface, c'est-à-dire que si on a choisi l'interface la mieux tolérée, la mieux adaptée à la morphologie de l'enfant, il faut faire alors avec les fuites. On ne peut pas écraser de façon trop importante un masque sur le visage d'un enfant. D'abord, il ne va pas le supporter, on va lui faire mal, il y aura des lésions cutanées. Voilà. Donc, il y a un certain moment après avoir trouvé la meilleure interface et réglé le mieux possible cette interface, eh bien, il va falloir faire avec les fuites. Pas de panique, la plupart des ventilateurs qui possèdent un module VNI assurent une compensation. Donc, en fonction des fuites qui vont être mesurées, eh bien, le ventilateur va adapter son débit de façon à compenser ces fuites. Si ce n'est pas le cas, ça va être un peu plus délicat. Il y a par contre des petits moyens qui permettent de faire face à cette situation. On peut augmenter le trigger expiratoire, puisque cette fois-ci, on va avoir du mal à atteindre une diminution de ce débit de pointe, puisqu'il y a des fuites. Donc on va augmenter le trigger expiratoire. On peut aussi diminuer les pressions d'insufflation. De toute façon, il y a plein de fuites, donc ça sert à rien de pousser comme un sourd. Et en diminuant les pressions d'insufflation, bien entendu, on aura moins de fuites autour de l'interface. Il y aura moins de fuites, par exemple, vers les yeux, moins de risque de conjonctivite. Autre moyen, c'est limiter le temps, le TI max. Donc ça revient à peu près à la première mesure. Et puis, il faut savoir qu'il y a des interfaces qui permettent de, de résoudre de- des situations complexes comme le casque de Véni. Voilà ce que ça donne, le casque de Véni. On voit donc l'enfant qui a ce casque autour de lui, dans lequel arrive un circuit inspiratoire par un circuit expiratoire. Le casque repose sur ses épaules par une sorte de coussinet rempli d'air. Le gonflage du casque fait que l'armature n'appuie pas sur ses épaules. Quelques situations assez fréquentes et leurs solutions. D'abord, l'enfant déclenche ma difficulté à inspirer. Eh bien, il faut choisir une pente plus raide ou augmenter les pressions. Autre situation, l'enfant ne déclenche pas à chaque inspiration. Il va falloir régler la sensibilité du trigger et éventuellement envisager qu'il existe une auto-PEP. Dans ce cas-là, il faudra augmenter la pression expiratoire. Il est possible aussi d'améliorer ce trigger en utilisant la VNI Nava, qui sera détaillée un peu plus loin. Autre situation, l'enfant se plaint d'avoir trop d'air. Eh bien, il va falloir diminuer le niveau d'aide ou diminuer la pente. Dans ce cas-là, l'air va arriver moins vite sur lui. Enfin, l'enfant se plaint de douleur, d'anxiété, il n'en peut plus. Alors là, il est probable qu'il faille envisager une ventilation invasive. Dans certains cas, on peut envisager de mettre des moyens pharmacologiques de sédation, mais il va falloir considérer de très près le rapport bénéfice-risque. Dans tous les cas, la prudence est de mise. Il ne faut pas rater le bon moment pour l'intubation. De toute façon, ne pas prendre de risques. Voyons maintenant le mode VNI-NAVA qui permet de résoudre un certain nombre d'asynchronismes. Cette fois-ci, on va s'intéresser au signal envoyé par le cerveau au diaphragme à travers le nerf phrénique. Comment est-ce qu'on peut faire ça? La machine nécessite un recueil par une sonde gastrique spécifique qui possède des électrodes qui va mesurer le signal électrique euh, au niveau du diaphragme, au niveau de la bouche ésophagienne. Ce, cette sonde spécifique retrouve du signal ECG, on retrouve les QRS,
mais aussi, et de façon plus intéressante, le signal électrique généré au niveau du diaphragme. Et on a ainsi une aire sous la courbe qui va être proportionnelle à l'intensité du signal électrique mesuré au niveau du diaphragme. Ce signal apparaissant lors de, de l'inspiration et disparaissant lors de l'expiration demandée par le cerveau. Voilà ce que ça donne. En bas, on a donc le signal électrique mesuré et synthétisé grâce à un logiciel avec des variations qui dépendent des efforts de l'enfant, ou plus exactement des variations qui dépendent du signal envoyé par le cerveau vers le diaphragme. Et plus donc ce signal électrique commande l'inspiration. En jaune, on a les courbes de pression. L'intensité de la pression générée va être proportionnelle au signal électrique. Plus le signal est important, plus la pression d'aide va être importante. Et enfin, le trigger expiratoire est généré aussi par le signal EDI. Dans cette publication, l'équipe de Sainte-Justine s'est intéressée à l'insynchronie en mode NAVA par rapport à un mode conventionnel. En mode NAVA, l'insynchronie était réduite à 8%, alors que chez l'enfant, avant la mise en place de la VNI, il y avait une asynchronie de 27% des cycles. Et une fois qu'ils ont retiré la VNI NAVA et qu'ils ont remesuré l'insynchronie, celle-ci est à nouveau à 32%. Considérons qu'on a réglé les problèmes d'insynchronie. Dans les échecs possibles de VNI, il y a le traitement étiologique qui est important à considérer puisque par la ventilation, la VNI, on n'assure qu'un traitement symptomatique. Bien entendu que le traitement étiologique fasse son travail en parallèle au traitement symptomatique qui n'est là que pour finalement gagner du temps. Quelle est la cause de la dette respiratoire? Est-ce que les antibiotiques sont bien adaptés aux germes qui est responsable de la pneumopathie? Est-ce que les apports hydriques sont adaptés? Est-ce qu'il est nécessaire éventuellement de mettre en place un peu de diurétique? Est-ce que les bronchodilatateurs doivent être envisagés s'il s'agit par exemple d'une crise d'asthme? Faut-il considérer que l'enfant est en insuffisance cardiaque? Existe-t-il une hypertension artérielle pulmonaire? Voilà différentes situations qui vont nécessiter un traitement adapté. Dans l'étiologie, pour rappel, bien distinguer quel est le type de détresse respiratoire, d'insuffisance respiratoire présente l'enfant. Est-ce que c'est un type 1 qui avec prédominance des problèmes d'oxygénation? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'un type 2 où c'est plus un problème de ventilation, difficulté de ventilation? Se souvenir que lorsqu'on est en phase d'un type 1, la VNI doit être mise en place avec avec une tension, une surveillance très étroite, parce que l'évolution vers un SDRA est hautement associée avec les échecs dans ce groupe. Donc il ne s'agit pas d'attendre trop longtemps et de se trouver en situation d'intubation plus ou moins catastrophique. Pour mémoire, la situation de la VNI a été envisagée dans la définition du SDRA adapté à l'enfant. On parle de SDRA chez un enfant en ventilation non invasive lorsque le ratio saturation sur FiO2 est inférieur ou égal à 234, ce qui s'obtient dès la FiO2 à 40% pour une saturation inférieure ou égale à 97%. Je rappelle encore, l'enfant en situation d'insuffisance respiratoire hypoxémique doit être surveillé très attentivement.
Après les problèmes de synchronisation, les problèmes de traitement étiologique à adapter. Une autre cause possible d'échec des VNI, c'est les sécrétions bronchiques non drainées. D'où l'importance dans certaines situations d'avoir recours à une kinésithérapie respiratoire, éventuellement aidée d'appareils comme le COSASYST. Ne pas oublier aussi l'importance de l'humidification dans le cadre de la VNI. Sinon, on se retrouve avec des sécrétions épaisses et difficiles à drainer que l'enfant ne peut pas évacuer. On a réglé le problème d'asynchronie, le traitement étiologique est bien en place, il n'y a plus de sécrétion bronchique à drainer, mais l'enfant ne s'améliore pas. Eh bien, il faut oublier que des complications sont toujours possibles, telles que le pneumothorax, comme vous pouvez voir sur cette radio. On a réglé les différentes causes possibles d'échec. On a une hypoxémie qui persiste. Qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, éventuellement changer notre respirateur pour un respirateur qui va permettre d'apporter plus d'oxygène et voir un IFO2 qui peut aller jusqu'à 100%. L'autre solution, ça va être d'augmenter éventuellement les pressions respiratoires. Différents problèmes ont été réglés, mais il existe une hypercapnie qui persiste ou qui apparaît. Une checklist à contrôler. Est-ce qu'il y a des fuites qui sont apparues avec le temps? Des fuites éventuellement qui peuvent concerner le circuit ventilatoire. Est-ce que le respirateur ne compense pas suffisamment les fuites? Est-ce qu'il existe une réinhalation du gaz carbonique? Ça se voit notamment lorsque l'interface comporte un espace mort important, notamment des raccords en coude qui sont rajoutés ou des raccords accordéon qui vont augmenter l'espace mort et qui vont faire monter les capnies. Les problèmes de désynchronisation peuvent être en cause. Et le plus important, c'est de vérifier est-ce que la ventilation est correcte. On regarde de l'expansion thoracique, est-ce que le thorax de l'enfant se lève de façon suffisante. En cas contraire, modifier les réglages, voire en cas d'échec persistant, envisager une intubation pour réaliser une ventilation mécanique invasive. Pour terminer, je vous rappelle que la mise en place d'une ventilation non invasive chez l'enfant nécessite une équipe expérimentée tant médicale que infirmière. Il est important de connaître les contre-indications, savoir quel type de détresse respiratoire on prend en charge, surveiller de façon étroite ces enfants qui nécessitent des soins plus accaparants que d'habitude, avec un bilan de départ, un bilan H2, voire dès H1 si on est devant une détresse respiratoire hypoxémiante. Connaître les différentes causes d'échec de façon à y faire face de façon continuelle dans le temps. Je vous remercie de votre attention.